Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, l'information du jour, c'est qu'on a une inflation qui baisse aux États-Unis, bien sûr, avec 3% au lieu de 3,1 prévu. On va commencer par analyser ça et puis ensuite on va aller élaborer comme d'habitude. D'abord, dans un premier temps, l'analyse technique fondamentale et de sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le total altcoin, et puis ensuite les divers scénarios, que ça soit sur, on va dire, la partie weekly, la partie weekly, oui, tout à fait, et puis éventuellement jusqu'à l'intraday. Allez, intro. Alors, l'inflation qui baisse à 3%. On avait fait nos propres prévisions. Et il faut savoir, on n'était pas très loin, on avait dit 3,1, et en l'occurrence, on est à 3%. Le consensus était également sorti après, et il était à 3,1, ce qui était plutôt rassurant. Et ici, on avait dit 3,32 pour le corps, on est à 3,30. Ça veut dire qu'on a moins 0,3 ici sur l'inflation, on va dire, de l'offre, tout ce qui est plutôt les prix de l'énergie, etc., ce qui nous emmène un total à 3%. Plutôt propre, dans quel sens ? D'abord, on casse une certaine forme de compression sur l'inflation qui se présentait comme ceci. Pour le moment, c'est la première fois déjà depuis quasiment un an qu'on touche les 3%, oui c'est ça, même plus d'un an, donc ça c'est une bonne chose. Le vrai signal sera quand on arrivera, je pense, à passer en dessous des 3%. J'aurais beaucoup aimé 2,9, qu'on soit en dessous du consensus et qu'on soit autour de 2,9. On reste sur 3, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Je rappelle que l'idée ici, quelle est-elle ? Elle est de dire que la Fed a deux missions. D'abord une inflation sous les 2%, et là c'est ici. Donc en l'occurrence, au plus on sera sur le chemin des 2%, au plus on a des chances qu'effectivement Powell nous fasse son pivot, que ça soit le mois prochain ou en septembre. Personnellement, je commence vraiment à envisager le mois prochain. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on envisageait déjà depuis un moment. Donc une inflation sous les 2% annuels, mais également le plein emploi. Et le plein emploi, on voit que en ce moment, en fait, finalement, les taux se resserrent un petit peu pour Powell, puisque on a un emploi qui se dégrade, avec finalement une inflation qui est à la diminution. Donc, on va dire que ça commence à lui laisser une jolie latitude pour éventuellement baisser les taux. Quel que soit le niveau d'inflation, je pense que Powell, à 4,40% de chômage, baissera les taux, quoi qu'il arrive, quel que soit le taux. À l'inverse, si on arrive aux 2%, comme on l'a montré sur l'autre chart tout à l'heure, avant cela, et il l'a même réannoncé hier, Powell nous a dit, on baissera les taux quand on sera convaincu qu'on est sur le chemin des 2%, donc il va les baisser avant 2%, bien sûr. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour les assets à risque, en tout cas. Ce qu'on peut regarder éventuellement sur BTC, c'est que d'une certaine manière, le prix a plutôt bien réagi à tout cela. Alors par rapport au scénario qu'on avait fait hier, on n'est pas allé visiter nécessairement, hier nous on ziotait cette zone-là, d'accord, en se disant qu'on allait peut-être avoir une cassure de cette accumulation, ça a été le cas, avec éventuellement un retour dans ces mèches-là. C'était un petit peu l'idée, que ce 4 heures soit en train de tenir et qu'éventuellement on va dire qu'on aille chercher les longues avant cet éventuel bon CPI. Ça n'a pas été le cas, aucun problème avec ça. On a rebondi en fait sur le 1 heure qu'on avait mis en avant ici hier à 50 126 et on s'est repris et on vient finalement continuer l'idée d'une potentielle structure haussière, on va dire sur la time frame 4 heures. Ici on voit que la news est vendue, c'est relativement normal, on est monté à 59 500, on est pour le moment toujours en train de se faire rejeter par la distribution en cours, qui est une distribution un petit peu plus longue. Je pense qu'en théorie, normalement, le fait qu'on soit, sous le consensus au niveau du CPI est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir sortir les longues parce que on a pas mal de monde qui a longué ce mouvement. Pour moi,
il a commencé à être longué ce mouvement ici, c'est-à-dire autour du 24 juin quand on a commencé à avoir pas mal de data pour se dire qu'effectivement on aurait plus ou moins un bon CPI. Vous voyez que ça n'a pas tenu au travers des ventes de MTGOX et des ventes du gouvernement allemand, FUD qui a été plutôt bien orchestré puisque le gouvernement allemand a fait semblant de vendre market alors que finalement ça a été fait par des market makers. Donc il y a eu des allers-retours entre les BTC sur les exchanges, chez les market makers, etc. Enfin ça a pas mal brouillé les pistes de ce côté-là. Finalement, qu'est-ce qu'on a eu ? En soi, on a une réitération un petit peu de ce trade CPI autour du 5 juillet. Et puis aujourd'hui, le 11, on a un bon CPI. Donc je m'attends quand même plutôt à ce qu'on ait éventuellement des bougies supplémentaires de distribution. Je m'attends pas nécessairement, entre guillemets, à ce que pour le coup, vu qu'on ne l'a pas fait hier, on vienne chercher ces zones-là. Ça reste toujours bien évidemment extrêmement possible. Il faut bien comprendre que quand une news sort, il y a plusieurs différentes UT pour la trader tout simplement. Et comment dire, ça pose également la question, et ça on l'avait pas mal posé hier, de se dire est-ce qu'on a une 1, 2, 3, 4, 5 qui va se mettre en place ici avec un passage sous la structure autour des 49 à 52 000 $, quelque chose comme ça, par un événement endogène à la crypto ou autre, ou alors est-ce qu'un bon CPI pourrait finalement nous emmener dans cette zone? C'était un petit peu les deux questions qu'on se posait hier, c'est-à-dire une 5 supplémentaire, qui pour le moment n'a pas eu lieu, ou alors est-ce qu'un bon CPI, et pour le moment on a un bon CPI, pourrait nous catapulter plutôt dans cette zone-là, dans laquelle on sait qu'il y a quand même un petit peu de liquidité. Pour le moment, à court terme, voilà les scénarios évoqués. On n'a pas encore cassé cette distribution et on échoue pour le moment à nouveau sur le même 4 heures finalement, qui est celui-ci. Donc ce niveau 4 heures là n'a pas été hard closé ici. On va voir comment on termine la bougie actuelle. Est-ce que c'est une bougie de ravalement entre guillemets de tout ce qui a pu se faire là-dedans. Voilà. Est-ce que c'est un hammer inversé, donc une bougie qui est plutôt bearish puisque vous avez une ouverture, le prix pousse et il est repoussé vers le bas finalement avec finalement une zone où la bougie a très peu de corps et qu'il est surtout en bas. Ça vous donne un petit peu cette idée-là. Donc voilà un petit peu déjà, on va dire, à court terme, les deux grosses idées qui seraient encore une fois, soit nous faire une 5 qui nous permet d'aller sous les 52 ou à minima, je dirais, sous les 55, soit effectivement casser la distribution et nous faire un retracement haussier à minima également dans cette zone-là. Il faut bien comprendre que des bons CPI sont en général quand même des nouvelles qui sont plutôt haussières. On avait eu le mois dernier un CPI qui était correct et c'était donc autour du 10 juin. 10 juin dans ces zones-là, d'accord, et qui pourtant avait amorcé une grande descente on va dire de vente, d'accord. Pourquoi ça ? Parce que c'était un bon CPI et qu'en même temps on avait un mauvais FOMC. Mauvais FOMC au sens où c'était le même jour et où Powell, pour le coup, avait annoncé sa décision de ne pas baisser les taux 2 fois de suite, voire 3 fois de suite en 2024. Donc le marché a pricé ça derrière. Mais le CPI était bon, d'accord. Et idem, le mois d'avant, on avait un CPI qui était pas trop mauvais. Là, pour le coup, on devait être autour du 10 mai. Je sais plus la date exacte, mais où là, du coup, ça avait permis au prix de très largement se reprendre. On était parti des 60 000 pour aller aux 75 000. Aujourd'hui, il n'y a pas de FOMC avant une vingtaine de jours. Donc, on peut peut-être, choyer un petit peu plus ce scénario qu'effectivement, on va enfin arriver à péter cette distribution. La question, c'est à partir d'où ? Et si je devais du coup trancher entre les deux scénarios, j'aurais tendance à dire que c'est justement peut-être cette idée de sortir de cette news effectivement, pas nécessairement ici perdre le bas, le CPI est bon et là nous offrir effectivement ce retracement haussier sur la zone des je dirais entre 64 et 67, à voir comment se fera la réaction dans cette zone là. Mais voilà un peu l'idée. Pour le moment, peut-être un petit sell de news, à voir où on s'arrête. Est-ce qu'on s'arrête pile sur 56 000? Est-ce qu'on descend à 55 002, ce qui est tout à fait, je trouve que c'est un niveau très cohérent, et surtout, est-ce que la news est effectivement vendue ou alors est-ce qu'elle est holdée pour justement aller chercher plus haut un petit peu sur le modèle de ce qu'il y avait eu là-dedans. Je me rappelle plus
exactement ici quand était sorti le CPI, mais on pourrait regarder, je mets en pause une seconde. D'accord, donc visiblement, sauf erreur de ma part, ce CPI-là était sorti autour du 15 mai, c'est-à-dire, si on se met sur 14 heures, exactement autour de cette bougie-là. Donc ça nous avait donné une vraie bougie de rupture en 4 heures pour le coup. Est-ce qu'on va avoir la même chose ici avec une vraie bougie de rupture ou pas? À voir. En tout cas, là, ça avait vraiment été instantané. Je voulais regarder si ça avait vendu un peu avant et si c'était reparti ou pas, mais ça avait vraiment été relativement instantané. Est-ce qu'on peut voir d'autres choses ici? Bah non, l'idée, ça serait éventuellement déjà de clôturer le 4 heures en cours, et ça serait de clôturer au-dessus du 4 heures en cours, j'entends. Ce qui serait déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on aurait effectivement, dans sa time frame, clôturé ce niveau-là, cassé une forme de résistance. En ce moment, on est quand même sur un niveau plus une trend. Si ça casse, ça va être explosif, mais on a, on va dire, plus de chances que ça rejette que ça ne casse. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'attend à une certaine explosivité si ça arrive à casser, mais en soi, les statistiques, on va dire, vont plutôt dans le sens d'un rejet. En tout cas, très bonne nouvelle, baisse de 0,1%, et surtout, on est en dessous du consensus. Donc, pardon, on est 0,1% en dessous du consensus, et on a une baisse significative, puisque je crois que le précédent était à 3,3, si je ne me trompe pas. Désolé, j'en perds mon latin. Le précédent était à 3,3, donc ça nous emmène quand même à une baisse significative d'une dizaine de pourcents de l'augmentation des prix. Hein. Encore une fois, quand vous êtes sur une baisse de l'inflation, c'est pas que les prix baissent, c'est que les prix augmentent moins vite que précédemment. Donc très bonne nouvelle, fondamentalement, on a, je pense, traité en grande partie la news. On va quand même aller faire un petit tour. Les ventes de nos amis, les Allemands, il leur reste a priori 13 000 BTC aujourd'hui. Je crois qu'ils ont envoyé encore un petit peu ce matin. Un accord bipartisan qui propose aux sénateurs de ne plus pouvoir en fait finalement trader les actions, ce qui serait plutôt une bonne chose aux États-Unis puisqu'il y a énormément de délits d'initiés. On se rappelle notamment de Nancy Pelosi qui a fait mieux que tous les hedge funds au monde, que tous les fonds d'investissement, que vraiment tous les asset managers. En soi, elle est soit c'est le loup de Wall Street, la meuf, soit il y a vraiment du gros délit d'initié. Également le tribunal de l'Illinois qui a statué que Bitcoin et Ethereum étaient des commodities et que alors 170% des cryptos ne sont pas des securities. Nous n'allons pas attendre que l'inflation aille à 2% pour faire une politique plus accommodante, c'est ce que disait Powell hier. Goldman Sachs qui a 3 projets de tokenisation, hein, un petit peu sur le modèle de ce sur quoi se lance pour beaucoup BlackRock. Les afflux sur les ETF d'hier qui sont de 147 millions, c'est-à-dire plutôt bons. Annonce que Donald Trump va parler au Bitcoin 2024. Il faut comprendre que cette élection est en partie en train de prendre une tournure crypto, et ce dans des proportions relativement gargantuesques, on va dire. Le fait que Trump, et ça c'est dans quelques jours, 2 semaines je crois, au Bitcoin 2024 vienne à parler, le met très franchement dans le camp des libertariens crypto, hein, bien évidemment. Ici, ce range qui est un petit peu interminable, donc du coup j'ai posté ça, c'était un petit peu la blague, on tourne un petit peu en rond. Là, c'était plus une réflexion éthique sur ces drones FPV. J'ai fait pas mal de drones FPV personnellement. Là, c'est plus un essaim de drones, mais ils sont automatisés, ils sont pas nécessairement conduits. Et je me pose la question, quand on va croiser ces possibilités-là, on voit des images qui sont vraiment ignobles, en Ukraine notamment, avec finalement des gens qui se font attaquer par des drones FPV, là où donc vous avez un opérateur humain en face. Vous ne pouvez pas vous rendre à un drone, hein, bien évidemment, et donc du coup ça amène forcément fatalement ces opérateurs FPV à aller sur la personne, y compris si jamais elle essayait de se rendre. Donc ça pose quand même des questions éthiques le jour où ils vont croiser la possibilité de voler en essaim comme ça dans la forêt, d'éviter les obstacles. Vous ajoutez à ça une caméra thermique et vous ajoutez à ça une IA. Encore une fois, les troupes ne pourront pas se rendre à des drones, donc ça risque forcément d'être assez sale en termes de manière de faire la guerre et de
causé des carnages quand même assez dégueulasses. Voilà, c'était juste une dimension. Étant donné que j'ai fait pas mal de FPV, encore une fois, c'était vraiment cette espèce de dimension de se mettre à la place de l'humain face à la machine. En l'occurrence, en ce moment, il y a même un humain derrière l'écran, dans ses lunettes, qui voit ce qu'il est en train de se passer. Mais l'impossibilité de se rendre et de faire prisonnier celui qui implore pitié fait que de toute manière, l'issue est plus ou moins létale. Également, les coûts de production, on est à 250$ pour un petit drone, plus la munition, on va dire. C'est que dalle pour, entre guillemets, aller mettre hors d'état de nuire un soldat. Donc il y a fort à parier que toutes ces technologies-là vont malheureusement être énormément poussées dans la guerre du futur. Donc le CPI, on l'a dit, 3% au lieu de 3,1 avec un core CPI, une inflation de la demande, quand on enlève l'énergie et la bouffe, qui se trouve sous les attentes également à 3,4%. Et ça, c'est également intéressant, important d'une certaine manière. On va dire que il avait été proposé et du coup on se rend compte là finalement que le fait que Biden ait perdu d'une certaine manière la Chambre des représentants emmène l'idée beaucoup plus loin, ou en tout cas l'idée d'une réélection elle s'éloigne en partie. On a vu quand même ici que l'idée pour les républicains a été de obligé à prouver que vous êtes américain pour aller voter, ce qui semble chez nous relativement normal, mais ce qui là-bas ne l'est pas. Et en l'occurrence, avec beaucoup de migrants dernièrement aux États-Unis, les démocrates avaient peut-être dans l'idée, d'avoir une partie de ces votes-là entre guillemets pour eux. Non pas que ces fameux migrants aient de facto le droit de vote, mais plus qu'ils aillent voter à la place d'une autre personne. Et là, en l'occurrence, c'est pas passé, puisque les républicains, à hauteur de 216, ont voté yes. 5 démocrates qui ont voté plutôt du côté, d'un yes aussi, et 198 démocrates, j'ai dit républicains, démocrates, j'ai me planté entre les deux à un moment, qui ont voté non. Donc cette loi est passée. Je pense que c'est plutôt une bonne chose quand même. Ça paraît relativement étonnant que cette loi-là soit refusée par les démocrates, donc il y avait forcément une sorte de plan derrière. Personnellement, je suis pas contre l'immigration à partir du moment où elle apporte bien évidemment tout ce qui est productivité, etc. et qu'elle apporte, on va dire, les enfants que nous on ne fait pas chez nous, puisque on habite désormais et on vit dans une société de consommation dans laquelle au moins vous faites d'enfants, au mieux vous vivez dans votre vie d'une certaine manière. Peut-être d'une certaine manière également on est un petit peu écrasé par les droits de succession qui font que à un moment donné vous savez que vous allez diviser votre patrimoine par votre nombre d'enfants. Je pense que ça joue aussi énormément, et puis qu'on n'a pas eu une politique non plus d'incentive à la naissance qui a été extrêmement efficace. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que d'une certaine manière, vous êtes citoyen, que ce soit français, américain, etc., vous votez, vous n'êtes pas citoyen, vous ne votez pas. Demander une preuve de citoyenneté avant de voter paraît quelque chose de relativement logique. Il y avait eu des suspicions déjà sur certaines élections, désormais, vous devrez prouver votre citoyenneté américaine pour éventuellement aller voter. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et que vous pouvez venir vous affilier sur Blofin, le partenaire du moment. Si vous avez envie, bien sûr, et je ne vous y force pas, d'ouvrir un compte sur cette plateforme qui est plutôt bien faite. Je l'ai pas mal utilisé dernièrement. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a pas mal de paires, etc. Enfin, ça se fait bien. Donc voilà, et vous pouvez du coup, ce faisant, soutenir la chaîne qui elle-même soutient à hauteur de tous ses revenus Mécénat Chirurgie Cardiaque. On continue sur la news avec toujours cette histoire autour de l'inflation. Bien évidemment, toujours dans la routine de news, on en a parlé, notre ami Trump qui parlera au Bitcoin 2024. Ici, on passe sur cette nouvelle-là. Ici, visiblement pas très à jour. Ici, un potentiel hack sur Compound Finance.
Ici, bah pareil, on en a déjà parlé, hein, ça parle beaucoup de l'inflation et c'est relativement normal. Ici, j'ai pas dû mettre à jour, mais bon, pareil, on va passer dessus. La plus grosse usine d'eau. On va passer. Market Watch, toujours sur le CPI, bien évidemment. Et voilà. CPI qu'on attendait assez fortement et qui, encore une fois, est quand même extrêmement bon. J'aurais tellement aimé 2,9 juste qu'on passe en dessous et qu'on casse en dessous 3%. C'est déjà extrêmement bien. La liquidité. On a liquidé sur les dernières 24 heures 86 millions, c'est-à-dire pot de balle. On a encore une divergence entre ce que fait Ethereum et ce que fait BTC. Je trouve que c'est assez intéressant en ce moment. On attend bien sûr la mise sur le marché des Ethereum ETF spot. 30 millions sur BTC sur du long, 18 millions en majorité sur Ethereum sur du short. La map est colorée dans les deux sens. On a eu des liquidations dans les deux sens. Le carnet d'ordre sur le spot. Carnet d'ordre sur le spot, alors quand on a eu cette nouvelle, il y a pas mal d'ordres qui ont été traversés, en tout cas quelques-uns. Ouais, certains se sont même ravisés finalement. Après derrière, on a quand même une assez grosse zone de vente dans la zone des 60, on l'avait déjà dit hier, et la zone d'achat se trouve plus d'une certaine manière à 55, mais surtout entre 49 et 52. Je pense que la question fondamentale, elle est de dire, est-ce qu'il va y avoir un nouvel événement qui soit plutôt endogène à la crypto, qui nous permette de passer sous la structure, justement sur cette fameuse zone des 49 à 52, ou alors est-ce que juste sur cette idée d'un bon CPI et d'une inflation qui se corrige, on peut éventuellement se dire que ça peut repartir à la hausse, tant bien que mal. Ce niveau-là a été pris. Depuis, ici je monte, mais j'ai du short en haut de la structure. Short, le niveau a été quand même pris pour moi à mon sens. En tout cas, même si on en mettait un, vous voyez qu'il vient d'être pris par la bougie actuelle. Ici c'est l'inverse, j'ai plutôt du long sur toute cette structure, donc on va devoir faire ça. J'ai du monde à venir chercher là-dessous, une nouvelle fois. Ensuite ça va à peu près dans le même sens. Ici j'avais du short à venir prendre là-dessus, ça a été fait. Et puis derrière ça va plutôt dans le même sens. Donc plutôt chargé en long en ce qui me concerne par rapport aux différentes divergences entre ce que nous dit le funding rate et ce que nous dit le prix. Par ailleurs, et sur les liquidations sur iBlock. Alors, on a sorti les grosses positions au milieu. Ici, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à venir chercher sur les 58 560 dans cette petite zone-là. Vous voyez qu'il y a une petite zone de liquidité ici. Assez peu de monde finalement qui est rentré sur le bas, sauf à dire que... Donc ça, c'est l'endroit où je vous montrais tout à l'heure qu'il y avait potentiellement beaucoup de longues, sauf à dire qu'ils se sont doublés avec les autres. D'accord, vu qu'on n'est pas passé sous la structure ici, on n'est pas allé liquider dans cette zone. Il y a quand même une petite poche de liquidité également de 57 et de juste en dessous de 57 000 $. Je vois pas quand même énormément de longs. Vous voyez que en termes de quantité depuis 5 jours, on a la même chose que ce qu'on avait eu sur ce rebond là, qui avait fait son taf puisque lui il était venu chercher littéralement et strictement sa liquidité. Également, il faut comprendre que sur la 5 jours, j'ai 0 short actuellement, si ce n'est les nouveaux. C'est-à-dire ceux qui ont réussi à shorter le top actuel. Est-ce qu'ils sont nombreux ? Non, pas tellement. Je trouve que ça colle pas mal avec la map que je vous ai montré quand on regardait le funding. Finalement, c'est ce qu'on vérifie en général. Est-ce que les deux collent à peu près bien ? Ici, on est venu chercher un nouveau point chaud qui existait. Est-ce qu'on va tirer un peu plus haut pour aller chercher ? En tout cas, sur... Attention à la 7 jours, on a nettoyé la liquidité haussière et peut-être que sur la liquidité fraîche, maintenant, on se dirigerait vers le bas. Même chose sur Ether, légère petite poche de liquidité en dessous et la prochaine poche de liquidité, elle se trouve sous la structure directement autour des 3000 $. Et là, vous avez une petite poche de liquidité autour des 3170, quelque chose comme ça.
Ether, il doit être légèrement au-dessus de 3002, je pense, pour le moment, légèrement en dessous de 3002, pardon. Et en ce qui concerne les liquidations, même chose, attention, la 7 jours est littéralement nettoyée sur Ethereum. Faute de nouveaux shorts, on risque d'avoir du mal à tenir ces nouveaux-là. En tout cas, en ce qui concerne, bien sûr, la liquidité. Fondamentalement, c'est une bonne nouvelle. Donc sur le long terme, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à court terme, est-ce qu'on n'a pas besoin de sortir un petit peu tous ceux qui étaient en trade sur ce bon CPI? On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. On va quand même faire, puisque j'ai oublié de le faire, Ether, BTC, comme d'habitude. Ether BTC qui casse la distribution, et ça c'était il y a 2 jours à peu près, hein, qui casse sa petite distribution en cours. Je reteste et pour l'instant il semble repartir vers le haut, donc c'est plutôt bon pour Ether BTC. Attention, on est dans une structure court terme qui semble baissière. D'accord, l'idée étant peut-être de faire ça. Ou par ailleurs, comment dire, on a quand même ici fait une potentielle très jolie flat. À savoir sur Ether BTC, l'idée c'est soit on a besoin de faire ça et derrière on vient finalement péter la structure. Ether dans un contexte de diminution de l'inflation devrait en théorie mieux se porter que Bitcoin. C'est un petit peu la même chose pour les altcoins. Maintenant on a cette impulsion et quelle est la teneur de cette correction? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce que même elle marque juste un ralentissement, on va dire ça comme ça, de l'impulsion? En général c'est plutôt quelque chose qu'on va voir comme ceci, d'accord, un momentum qui se calme et ensuite on se dirige vers le bas, que ce genre de M-top. Le signal sur Ether qu'on a terminé cette distribution, ben c'est la cassure de la distribution, la traîne de distribution. Le signal sur Ether qu'on va plus bas, ben c'est de vraiment enfoncer, et ça longuement, pendant assez longtemps, toute cette zone là, qui voudrait dire on fait un M-top et on est peut-être vers quelque chose qui va un petit peu plus casser vers le bas. En soi, pour moi, je serais plutôt dans le sens d'une impulsion supplémentaire, notamment peut-être au listing justement des ETF. Maintenant, pour le moment, c'est pas vraiment ce qui semble se mettre en place sur Ethereum, donc attention à ça. Après, et par ailleurs, c'est quelque chose que j'avais pas mal montré aussi sur Ether contre le dollar. Zone très logique pour me faire une flat exact également. Cependant, perte de momentum quand on perd ici et quand on perd ici. Selon la technique des points pivots, étant donné qu'on couche le bas d'une accumulation, je parle bien sûr de ça et donc de ça, des 2 jaunes là, hein, qui sont devant nous, et il est possible qu'on vienne chercher un point pivot qui là en l'occurrence se trouve à 2100 sur Ethereum, et également on avait élaboré et dit que 2700 et quelques devrait fournir un rebond sur Ethereum. Pour l'instant on a toujours rebondi au-dessus, malheureusement, hein. Moi c'est une zone où j'ai des ordres qui attendent pour encore une fois jouer cette idée d'un spring sous la structure plus un rebond à peu près sur cette zone là, finalement qu'on préserve ce 4 heures mais qu'on vienne revisiter celui-ci. Voilà, c'est un petit peu la question du moment. Est-ce que j'arrive à péter ma distribution également? Est-ce que c'est un rejet pour Ethereum avec une 1, 2, 3, 4 et une dernière 5 qui nous emmène dans ces eaux-là? Derrière, attention également, encore une fois, à cette idée que Ether peut tout à fait retourner à 2100$ sans passer en structure baissière, hein. Finalement, malheureusement, c'est comme ça. En soi, pour le moment, il carbure plutôt pas mal, et en soi, pour le moment, j'ai un momentum qui est plutôt pas trop mauvais, donc on va dire que court terme, intraday slash dans ce qu'il est en train de nous proposer là, voilà, on peut peut-être estimer qu'il est en train d'accélérer, donc c'est bien. Même chose, ouais, la distribution, j'aurais tendance à la mettre plus haut quand même, donc voilà. Pareil, on a eu cette très belle correction sur Ethereum, hein, ici avec ce flag, une A, une B, une C. Ce qui nous avait fortement fait penser que effectivement la correction elle était là finalement. On a une correction plus grande qui s'affiche derrière, aucun problème avec ça, hein. On n'est pas passé sous la structure, donc c'est pas tout à fait le sweet spot parfait, mais on a une correction plus grande, certes, en soi, en fait, pour moi, l'impulsion, elle est là, quoi.
Donc tout ça c'est une conso, avec certes une petite surréaction là-dedans, un retest du flag, mais on se retrouve à retester carrément les zones basses finalement de la cassure précédente. Donc c'est pareil, est-ce que Ether est pas sur, entre guillemets, un endroit où ça peut sentir bon pour à la fois surperformer Ethereum pendant quelques temps, hein, au moins, et puis éventuellement, comment dire, avoir un push conséquent, hein, je dirais autour des 5, à ce stade, 5200, entre 5, oui, 5000 dollars, on va dire au-dessus de 5000 dollars, au listing des ETF, etc. et toutes ces choses-là, bah, j'aurais tendance à dire, à partir du moment où on passe sous la structure, c'est quand même plus sérieux de le jouer là, puisque, encore une fois, nous, on l'avait joué dans ces zones-là, et on a eu plus ou moins ce qu'on voulait, mais on n'a malheureusement pas pété la structure en haut, hein, d'accord, à ce moment-là. Derrière, on rejoint nos points d'entrée, donc bon, bah, finalement, voilà, le trade a fait son taf, puisqu'il y avait des TP partiels, bien sûr, mais en soi, on rejoint le point d'entrée. Est-ce que ça vaut pas le coup de réfléchir à rouvrir une position sur Ethereum pour les mêmes raisons, en fait, finalement? J'aurais quand même tendance à dire que 2743 est un endroit excessivement intéressant pour le faire, hein, pour un plus gros swing, même légèrement en dessous, dorénavant, plutôt 2680. Et j'aurais tendance à dire, attention à ce qu'on ne fomente pas un retour sur ce support-là, qui est finalement 2150. Si c'était le cas, bah, ça voudrait dire une sorte de flat étendu là-dedans, en tout cas si on le fait à partir de maintenant, hein, bien sûr, parce qu'on peut faire une dernière poussée et ensuite revisiter cette zone-là, c'est pas trop un problème en soi. Voilà, je dirais attention sur Ethereum au point d'entrée actuellement, parce que il va y avoir de la vol de toute façon avec les potentiels ETF. Et en ce qui concerne les altcoins, la dominance des altcoins notamment, c'est ce qu'on regarde ici là-dedans. Bah, pour le moment, pas de cassure de la distribution en cours. On s'est bien repris. On va voir comment comment évoluer, on va dire ça comme ça. À 14h30 tout pile, la dominance altcoin, hein, c'est quelque chose de très intéressant. Et vous voyez que on est le 11. Bah, il est 15h30, oui, donc on est dans la bougie actuelle. C'est pas foufou, hein, les altcoins ont repris un tout petit peu de dominance, certes. Alors, elles sont sur résistance, hein, là, actuellement, vous voyez, petite résistance ici, 1, 2, 3, 4. 4 touchettes, donc on est sur résistance en ce moment sur le 1 heure. Mais c'est pas foufou la reprise de dominance des altcoins sur ces bonnes nouvelles autour de l'inflation. On est quand même sur un marché où Bitcoin est très fort. Cela dit, je pense que sur le long terme, hein, c'est ça l'idée, sur le long terme, eh bien, les altcoins vont surperformer Ether si jamais on a effectivement une inflation qui se calme excessivement. On est peut-être en train de clearer le sujet là, justement, ce petit 1 heure qui faisait auparavant barrage. Bah attention, hein, pour le moment on n'a pas pété la distribution encore une fois, donc voilà, on estime que ce sont des endroits fondamentalement intéressants pour les alts, mais vous voyez que malheureusement, même au travers de la cassure de ça, on continue à faire du ski finalement sur cette distribution long terme. Depuis 2021, ici, on distribue sur les alts, d'accord. On avait réussi à péter là-dedans, mais attention, ça a pris une gueule corrective depuis qu'on a perdu le momentum à l'accumulation qui était ici, et on est plutôt en train de continuer à faire du ski là-dessus. Donc, est-ce qu'on a vraiment un support sur la zone? Oui, c'est le support weekly, dont on parle pas mal en ce moment. Est-ce qu'on peut péter la petite distribution en cours? Bah, ça serait une bonne chose, ça serait déjà un bon signal que, bon, à minima, on va avoir un range dans cette zone-là, quoi, hein, je dirais entre 18 et 24%. Si en revanche on perd la borne basse et qu'on enfonce littéralement le support weekly, à ce moment-là, on se dirigerait plutôt vers une continuation d'une ABC comme ceci, hein, une continuation et un retour des altcoins sur les 12% de dominance, en mode finalement scénario exact reçu de ce qui s'était passé finalement autour de 2019-2020. D'accord, c'était ici, je plombe.
Je fais la correction, typiquement là celle-ci, d'accord, et puis derrière je replombe à nouveau. C'est pas exclu. Par contre, vous voyez à quel point, et ça c'était bien sûr décembre 2020, vous voyez à quel point on se reprend vite quand c'est le cas, quand c'était le cas en tout cas là-dessus. Bon. C'est un petit peu du kit ou double sur les altes. Personnellement, j'ai trempé le pied sur certaines altes dernièrement. Je me suis pas non plus ni lancé sur du trade sur des altes en longue comme un ouf, ni non plus comment dire surexposé en termes d'investissement. C'est-à-dire que je suis vraiment excessivement prudent tant que on n'a pas ici ce W qui se met en place, et derrière j'aurais tendance à être prudent également sur cette borne de range là et ouf, d'autant plus au retest ici des 22%. Si jamais on a un beau mois d'août, voilà, j'aurais tendance à faire attention qu'on ne soit pas sur ce scénario où finalement on a perdu effectivement une correction haussière, le momentum, et on revient retester le momentum pour finalement continuer une structure qui elle-même est à la baisse, d'accord, quelque chose comme ceci. Donc, voilà un petit peu l'idée. Et puis, attention, c'est typiquement ce en quoi j'aurais tendance à dire faisons gaffe, un scénario d'ABC dans lequel on a eu notre correction déjà haussière sur les altes. On n'a pas, c'était un recoupement haussier et on a une forme de correction. Je dirais que fondamentalement, c'est une bonne nouvelle pour les altes pour au moins aller au retest de ça. Je parle des 3% d'inflation au lieu de 3,1. Et je dirais que fondamentalement, on pourrait éventuellement défendre l'idée déjà d'un range, et que pour le coup, ça se passe un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on ait une structure de réaccumulation en bas de quelque chose. Ici, en décembre 2020, dans ces zones-là, le spring semble quand même un petit peu abusé sur ce qui s'est passé. Par contre, vous voyez ici que on avait un joli support weekly également, et que quand on l'a perdu, eh ben, on l'a vraiment enfoncé très fortement. Je parle de la dominance ici, mais je sais pas pourquoi il se remet comme ça, c'est pas grave. Ici, très joli support weekly, alors en l'occurrence, voilà, à peu près sur cette zone-là. Là, on l'enfonce, on fait ce recoupement haussier, et puis ensuite, c'est la débandade. Donc l'idée, bon, en ce moment, on se bataille avec ce support weekly également là. Alors, attention à ce qu'on n'ait pas un enfoncement, recoupement, et on dégage en bas. Voilà. En soi, n'hésitez pas à laisser... Ce que je veux dire par là, c'est n'hésitez pas à laisser des ordres fantaisistes sur les altes qui vous intéressent, parce qu'en soi, ça vaut le coup de bloquer du cash si effectivement on réitère ce scénario-là. Donc voilà, on va sur... on a fait Ether, BTC, on a fait Ether, on retourne sur BTC pour expliquer quels pourraient être éventuellement les différents scénarios. Alors, hier, avant d'avoir cette nouvelle économique majeure, on était plutôt dans l'idée de revenir reprendre un petit peu de pognon dans ces eaux-là, d'accord, à minima. Pour l'instant, la news semble plutôt être bien prise par le marché, et derrière on vend la news qui est relativement normale. La news est très bonne, on pourrait s'attendre éventuellement à ce qu'elle tienne un petit peu pendant quelques jours et qu'elle vienne visiter ces zones-là. Je reste quand même sur mon idée primaire qui était de dire on a besoin de retourner là, et quand la news reprendra parce que la news est là, quand elle reprendra un petit peu de son momentum et qu'on aura réaccumulé un peu du contrat vers le bas, à ce moment-là on pourra venir péter cette distribution. J'ai pas le sentiment que ça soit facile de péter l'histoire ici à un endroit où on a à la fois une trend et à la fois un niveau. Donc je serais quand même peut-être plutôt en train de réitérer l'idée qu'on avait hier, c'est-à-dire, même si la news est sortie, qu'elle mette un petit peu plus de temps finalement à se mettre en place, et donc du coup qu'on sorte un petit peu les longues, venir chercher un peu la liquidité qui se trouve là-dedans pour ensuite rebondir. Donc ça serait mon scénario privilégié personnellement. Maintenant, est-ce que on privilégie cette idée qu'il y a besoin d'un spring sur la zone des 49 à 52, c'est-à-dire qu'on aurait une bonne nouvelle autour de l'inflation, mais que néanmoins ça nous emmènerait plus bas? Pour moi, ça, c'est si quelque chose d'endogène à la crypto vient à sortir, c'est-à-dire une 5 ici,
pourrait sortir si jamais on a à nouveau du FUD MTGOX, du FUD autre, du FUD régulation. Voilà, pour l'instant, cette news-là n'est pas sortie. Et pour l'instant, on est plutôt sur un bon fondamental. Donc en soi, sauf événement endogène à la crypto, j'irai plutôt ici pour un recoupement haussier qui vienne à minima chercher cette zone. Donc en soi, plutôt ça, et d'abord ça, d'accord? Ça serait plus mon idée principale que ça, déjà. 49,52, mais 49,52 est tout à fait possible. Il y a beaucoup de liquidités, et on rebondit ici, même si ça arrive parfois, hein, un petit peu au milieu de rien. Je pense qu'on rebondit ici dans cette zone-là, sans réellement avoir bien retesté ce qui se passait ici, c'est-à-dire cette vallée, mais surtout sans vraiment bien avoir bien repris un petit peu tout ce qui s'était passé également dans cette zone-là, c'est-à-dire en dessous finalement de 50 500. On va voir comment tout ça se met en place déjà sur des petites UT. Et je terminerai la vidéo sur des petites UT. Sur des petites UT, j'ai ici, on va dire quelque chose qui semblait assez impulsif sur la fin et qui semble terminé. Hein. Impulsion, correction, impulsion. Ici, c'est l'inverse. Je reprends un côté impulsif, correctif, impulsif. Malheureusement, vous le voyez, la correction ici ne prend pas et on revient quand même beaucoup plus bas sans réellement perdre le bas. Donc on est dans une structure haussière, il n'y a pas de problème avec ça. Derrière, j'ai mon impulse, j'ai encore pas mal de vol puisque ma correction est assez violente. Et ça me semble un petit peu larvé jusque là. Donc on est sur pour moi, on est peut-être plus sur quelque chose qui ressemble à une correction haussière, entre guillemets, hein, que à quelque chose de impulsif. Maintenant, ce qu'on veut voir dans quelque chose d'impulsif, c'est un momentum qui s'accélère, c'est-à-dire typiquement une accumulation, prenons par exemple celle-ci, qui s'accélère comme ceci. Alors là, en l'occurrence, elle a été perdue, malheureusement. On est actuellement même en train de la retester. Et qui, petit à petit, s'accélère. D'accord? C'est ça qu'on veut voir quand on veut voir quelque chose d'impulsif. C'est tout simplement que des momentum qui s'accélèrent pour finalement avoir des belles bougies, des belles bougies blanches sur des continuations de structure, de momentum, etc. Derrière. Ce que j'aime bien dans cette structure-là, c'est que finalement, vous le voyez, on reste haussier là-dedans, on ne perd même pas ce bas-là, on n'est même pas passé réellement sous ce 1 heure, et là on vient de faire un nouveau plus haut, qui certes rejette, mais encore une fois, on saura vraiment à 18 heures s'il y a déjà une potentielle vraie cassure du 4 heures. Donc, sur le 15 minutes, je trouve ça plutôt joli pour continuation. Maintenant, encore une fois, ce qui vient à me gêner quand même assez fortement, c'est l'accumulation entre une traîne de distribution plus un niveau, et c'est ce qui me fait me dire qu'on a peut-être besoin de ressouffler à nouveau, sortir les longues sur ce mouvement, et puis ensuite faire une petite poussée sur effectivement la vraie vision fondamentale de la baisse de ce CPI, qui est encore une fois cette idée que l'inflation est en train de diminuer et que l'argent public l'argent gratuit va revenir. Si on regarde un petit peu toute la conso, un petit peu plus sur du plus long terme, on est sur des points de contrôle qui sont largement au-dessus, 68 000 $, 67 000 et quelques dollars. C'est une zone dans laquelle on avait beaucoup bataillé, notamment dans cette zone-là, hein, et on aurait pu tenir ici les 66, ça aurait pas été choquant. Et voilà, en soi, quand je dézoome un petit peu la structure, j'ai quand même cette idée plutôt impulsion, correction, encore une fois, impulsion. Et là, pour moi, ça ressemble quand même peut-être plutôt à une correction qui va effectivement nous emmener soit rotation partielle, hein, ça arrive beaucoup dans les élargissements comme ça, soit rotation partielle comme on l'a dit sur la zone des 55, entre 55 et 55 500, soit effectivement nous emmener sous la structure si on vient à visiter le bas à nouveau de cette distribution ici, nous emmener sous la structure sur la zone des 50 500 $. Donc en soi j'ai des positions en ce moment, mais je suis sur les tailles de position extrêmement timoré. Et j'ai même une vieille position sur Ethereum également qui tient, et sur laquelle je suis également relativement timoré, c'est-à-dire que
c'est des choses que j'ai déjà dérisquées assez fortement et qui, bon, si ça y va, tant mieux. Mais en soi, si même la position vient à être perdue, n'impactera que très peu mon portefeuille. Donc malheureusement, pas de belles nouvelles, on va dire, sur la structure, mais fort heureusement, des belles nouvelles au niveau du fondamental, c'est-à-dire que sur le long terme, on est sur une inflation qui plombe, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je tiens à vous rappeler également que Bitcoin est un actif anti-inflationniste. Il n'est pas tout à fait normal qu'il corrige et qu'il soit impacté comme le S&P 500. Je parle de qu'il corrige quand on a des événements très inflationnistes, typiquement le FOMC de juin, ce pivot sur les taux, etc. En ce moment, dans les algorithmes, on va dire que Bitcoin est paramétré pour corriger sur des mauvaises nouvelles autour de l'inflation et pour plutôt performer sur des bonnes nouvelles autour de l'inflation, d'accord ? Ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre, mais ça n'est pas tout à fait normal, ok ? Le fondamental, le fond de Bitcoin, c'est justement d'être un actif anti-inflationniste. Il y aura un jour où Bitcoin se gargarisera des informations comme quoi l'inflation est en train d'augmenter. Mais pour le moment, il n'est pas mûr pour ça, tout simplement parce qu'il a besoin, encore une fois, de cet argent gratuit qui va permettre à des investisseurs d'aller plutôt se positionner sur des assets technologiques et risqués. Et faute de cet argent gratuit, la machine à billets, globalement, Bitcoin, mais la crypto dans son ensemble, d'une certaine manière, a du mal à performer. Quand se fera ce découplage ? Quand Bitcoin aura trouvé sa place dans les assets, dans les tiroirs, aura trouvé son étiquette chez les asset managers, d'accord ? Le moment où Bitcoin aura finalement réellement une place de réserve de valeur et d'un asset qui, malgré des moments d'inflation, performe en fait. Et ça, c'est relativement important. C'est là que il gagnera ses lettres de noblesse quand il y aura moins de volatilité dessus, plus de liquidité, si un jour ça arrive. Bien sûr, on n'a aucune certitude que ce sera le cas. Mais en soi, pour moi, c'est à peu près ça aussi l'idée du moment. C'est-à-dire que depuis désormais le Covid, il est extrêmement corrélé au S&P 500 et aux narrations autour de l'inflation. Je pense que désormais, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau qui se met en place, qui est anti-intuitif d'une certaine manière, mais extrêmement intuitif de l'autre. Vous allez me comprendre et vous allez me suivre dans quelques minutes. Je ferai peut-être une vidéo totalement dédiée là-dessus. Auparavant, on passait risk-on, donc action, d'accord, quand on pensait que finalement les obligations allaient avoir un moins bon rendement. Okay. Ce qui nous a donné, bien évidemment, cette corrélation. La dette a un moins bon rendement. Qu'est-ce que la dette ? Ce sont les attentes d'inflation à 10 ans, admettons. Donc du coup, le moment où l'inflation entre guillemets diminue, on repassait risk-on en se disant ok, les taux vont baisser, le rendement des obligations et des bons du trésor vont baisser, donc du coup je repasse risk-on pour éventuellement être plus risqué, je repasse entre guillemets S&P. Je pense que maintenant on est rentré dans un nouvel âge où ça commence à devenir un petit peu risqué. C'est-à-dire, les obligations vont, d'une certaine manière, devoir offrir un rendement pas trop mauvais, d'accord ? Parce qu'elles sont plus risquées. Donc, admettons, une connerie ici, mais c'est... admettons 5%, j'achète effectivement du bon du trésor américain, ce qui me semble risqué parce qu'ils sont surendettés, incapables de rembourser, mais par contre, j'exige 5% là-dessus. Donc je pense que à moyen terme, ça me paraît difficile de revenir à une période de taux zéro, d'accord ? Mais vous allez voir que c'est petit peu plus complexe que ça. D'abord parce que l'État va devoir se refinancer tous les X années. Un bon à 10 ans qui arrive à maturité, il va falloir que je le réédite après 10 ans. Une dette de 10 ans qui est arrivée à maturité, il va falloir que je le rembourse à tous ceux qui l'ont demandé, enfin à tous ceux qui l'ont
dans leur, on va dire dans leur, qui sont créanciers par rapport à tout ça. Et il va falloir que moi je réédite un bon à 10 ans en fonction du taux actuel, d'accord? C'est-à-dire que là actuellement, les Américains rééditent du taux 10 ans autour de 5%. Donc ça a pour, malheureusement, pour effet d'augmenter le service de la dette, hein. On est bien d'accord là-dessus. Les Américains en ce moment c'est 1 trillion tous les 100 jours. En ce moment au taux actuel, hein, d'accord? À un moment donné, ils vont quand même être obligés de pouvoir se refinancer entre guillemets gratuitement. Le problème étant donné que le risque a augmenté ici, puisque la portion de la dette par rapport au PIB a augmenté, des rendements à 0% sont assez difficilement mettables sur le marché. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Les Japonais l'avaient fait avant eux. Ils ont dit, on va imprimer. Et vous allez voir qu'on marche sur la tête, mais en soi, l'idée est pas mauvaise. On va imprimer, on va racheter notre propre dette. Nous, avec ce qu'on a imprimé, d'accord? Quels sont les effets de tout cela? Eh bien, d'abord, au travers de cette impression et le rachat de cette propre dette, entre guillemets, eh bien, on augmente la masse monétaire, ce qui a pour effet d'augmenter, par ailleurs, l'inflation, d'accord? C'est-à-dire, j'augmente la monnaie en circulation, donc c'est normal, avec des afflux d'argent, il y a plus de demandes pour les biens et services, et donc du coup leur prix augmente. C'est quelque chose qui désormais est quand même relativement prouvé, même si c'est remis en cause par certaines personnes. La théorie quantitative de la monnaie a quand même plutôt pas mal prouvé qu'elle était effectivement extrêmement perspicace par rapport à la situation. Donc, un des problèmes qui risque d'arriver, c'est que cette idée risconne, les obligations diminuent, etc. Tous ces vieux concepts-là vont probablement être erronés dans un futur proche. À savoir que revenir à des obligations zéro, j'y crois pas trop, mais des obligations qui payent, on va dire, 2% minimum. Quand je dis obligation, je parle de bons du trésor, hein, bien sûr, toutes ces choses-là. On passe ici sur le financement des entreprises. Mais en soi, je ne bats pas l'inflation, et il va falloir de l'inflation. Votre argent va être débasé obligatoirement, puisque vous devez débaser votre valeur travail pour pouvoir débaser la dette, d'accord? C'est ici cette idée que débaser, oui c'est ça, oui, vous comprenez l'histoire. Si jamais si j'empruntais 50 millions il y a 10 ans, mais que je les rembourse aujourd'hui, 50 millions n'a plus du tout la même valeur que ce qu'il avait il y a 10 ans. Donc l'importance du moment, elle serait de dire que les États aient fait de très bons investissements il y a ça une dizaine d'années. Vous le comprenez. Centrale électrique, recherche militaire, que sais-je, enfin des investissements souverainistes, entre guillemets, des choses qui vous permettent d'avoir une indépendance. Malheureusement, vous le savez maintenant, ça n'est pas le cas. Il y a une très forte proportion de tout ça qui, bien sûr, va plutôt dans le service de la dette. Donc le mécanisme qu'il risque d'y avoir, ça serait éventuellement de dire que on va devoir débaser votre valeur travail, l'argent, d'accord, pour payer une dette qui finalement est trop risquée pour rapporter beaucoup plus que 1,5-2% sur le long terme, hein, en tout cas. Donc du coup, dans cette idée d'argent gratuit, et ce précepte, on va dire, d'argent gratuit, il faut bien comprendre qu'il doit rester gratuit d'une certaine manière, d'accord ? Donc, dans cette idée-là, la seule manière de pouvoir vous obliger et ne pas avoir que de l'État qui achète ses propres obligations, sous-entendu, c'est complètement con, mais on imprime pour acheter notre propre dette, puisque avant tout ça, il faut bien comprendre que avant, par exemple, je crois que c'est 86, la loi Rothschild en France, la Banque de France créait de l'argent et puis elle se prêtait à elle-même, hein, typiquement sur ce mécanisme. En 86, on a interdit ça et c'est devenu les banques privées qui ont, on va dire, cette idée de dette est devenue totalement privée, et donc ce sont des banques privées qui se prêtent entre elles et qui prêtent finalement aux États au travers de soit une demande des pays émergents. Par exemple en France, on sait que c'est à peu près, je crois, 55% de la dette qui est détenue par des étrangers, et pour le reste, pour nous, 45%. Donc on a une dette qui est semi-souveraine, on peut dire ça comme ça.
Mais il y a un moment donné où les États vont être obligés de faire preuve d'une certaine coercition pour vous obliger à prendre cette dette qui est risquée et avec un rendement pourri. D'accord, vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que typiquement, et très exactement comme ça s'est fait au Japon et comme ça va se faire aux États-Unis très bientôt, et comme l'Europe est déjà tout à fait en train d'en parler, il va y avoir une coercition sur les investisseurs pour leur dire désormais, toute nouvelle épargne devra comporter X% de votre dette souveraine, entre guillemets. Hein, vous serez obligé de le faire. Donc ça va créer quoi? Ça va créer une volonté, avant que tout cela se mette éventuellement en place, que finalement, peut-être, pour vous protéger d'une certaine manière de l'inflation, l'idée est quand même d'avoir des choses qui ont une valeur intrinsèque, entre guillemets. Je pense à Bitcoin, bien sûr, mais avoir des actions Coca-Cola n'est pas du tout une mauvaise idée également dans ce type de concept. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au Japon, c'est-à-dire qu'au Japon, les assets à risque se sont... À partir du moment où cette coercition a été mise en place, les assets à risque se sont assez fortement appréciés. Là, c'est un petit peu différent. Maintenant, au Japon, on est plutôt sur la fin de cette histoire. Mais le Nikkei, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an ou 2, a fait un nouvel ATH. Et alors que ce sont littéralement des entreprises qui sont complètement zombies. Mais l'idée ici était peut-être, je préfère finalement, effectivement, on m'oblige à avoir un certain nombre de bons du trésor, certes, avec un rendement qui est pourri, certes, puisque je ne peux pas et je suis incapable de le garder à 5% pendant trop longtemps. C'est ce que tentent les États-Unis en ce moment, et il paraît relativement... sûr que les États-Unis ne pourront pas tenir à ce rythme-là. Imaginez 1 trillion de dettes tous les 100 jours, tous les 3 mois, tous les 3 mois et 10 jours, je prends 1 trillion. La dette, elle est de 34 trillions, donc j'augmente ma dette tous les 100 jours, on sera bientôt à 35, etc. Donc en soi, je pense que ce mécanisme-là, quelque part, il est un petit peu pété. Et que c'est pour ça que en ce moment, vous avez une période où finalement l'inflation ne baisse pas, malgré des obligations qui payent très bien, d'accord, 5%, mais que vous avez quand même un S&P qui enchaîne ATH sur ATH, d'accord. Ça, c'est pour moi l'explication du moment, elle est là-dedans. Et elle est typiquement évoquée par des personnes que j'avais déjà évoquées sur la chaîne il y a extrêmement longtemps, qui sont Russell Napier, des macroéconomistes qui ont vu, au travers de la dette, de la crise asiatique notamment de 97, les mêmes choses se reproduire. Donc finalement, regardez où en était le Japon en 97, vous comprendrez où seront les États-Unis, où seront l'Europe 10, 15, 20 ans plus tard. Donc en soi, voilà un peu l'idée pour moi. On va vous obliger à détenir une partie de votre dette, donc soit barrez-vous, soit si vous restez, faites attention à ça d'une certaine manière, parce que vous allez... il est possible... Je prends un exemple ici. J'ai une obligation de prendre, encore une fois, de l'obligation de ma dette. Et on va prendre l'exemple du Japon. Japon, en ce moment, le yen est en train de se casser la gueule. Donc déjà, on va dire un millionnaire japonais, puisqu'il a eu quand même une certaine coercition à avoir au moins une partie de son capital, on va dire, en dette souveraine japonaise. Du coup, il a du yen. Du coup, il perd de son pouvoir d'achat à l'étranger. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Son argent est débasé par rapport à d'autres proportion d'argent. Maintenant, imaginons que le Japon fasse faillite, qu'il ne soit pas capable de payer ces choses-là. Il n'y a pas énormément de solutions en soi. C'est un défaut de paiement. Une partie des banques vont se casser la gueule, etc. Une partie de ces obligations-là ne seront pas honorées, ou en tout cas, si elles le sont, il n'y a pas énormément de solutions non plus, autre que directement une dévaluation, d'accord? C'est-à-dire de dire, je dévalue. Si je dévalue, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais pouvoir sortir des bons du trésor pour repayer et refinancer les bons du trésor précédents, mais comme l'argent va être dévalué, finalement la dette qu'avait pris ce mec sur les 10 dernières années, on parle de lui, elle n'a plus du tout, en termes de dévaluation, la dévaluation entre guillemets ne réévalue pas les dettes, d'accord? Donc en soi, l'idée d'une dévaluation, c'est de dire, en fait, vous divisez votre dette par imaginons que vous dévaluiez par 10, on va dire...
Oui, c'est ça. Imaginons que vous dévaluiez par 10, bah à ce moment-là, votre dette, vous n'allez devoir en payer qu'un dixième au final. Donc celui qui va être banané, c'est lui. Et donc ça, il faut faire bien sûr attention à ces choses-là. Et je pense qu'on y arrive dans les pays occidentaux dans pas trop longtemps. C'est-à-dire pendant un certain temps, une obligation, une coercition pour devoir détenir dans un premier temps des obligations risquées, enfin des obligations des bons du trésor risqués avec un rendement minable. Donc déjà vous vous faites débaiser parce que admettons que là vous avez une inflation qui fait 5 par an et qu'on vous paye 2 par an, bah, vous perdez 3% tous les ans. Deuxièmement, plus ou moins quand même cette idée que votre monnaie va perdre du pouvoir d'achat en plus à l'étranger, c'est le principe du débasement. Et également, tout dépend si tout le monde fait comme vous, bien sûr, évidemment. Là, les Américains aimeraient bien, et il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien que tout le monde fasse comme le Japon, mais ça n'est pas le cas. Il y a quand même une propension à vouloir sortir du dollar, d'une certaine manière. Et au final, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, donc cette idée que finalement, on vous oblige à prendre ça, mais que du coup, peut-être sur le reste, il va quand même peut-être falloir performer assez fort sur le risk-on. Et dans ces contextes-là, vous vous mettez quand même d'une certaine manière un petit peu plus à l'abri en possédant une action qu'en possédant un droit de créance, entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que je voulais évoquer aujourd'hui. Je le fais à la fin parce que c'est plutôt des réflexions. Cette idée que de toute façon, pour payer une dette qui est trop importante, puisqu'on a imprimé pendant trop longtemps, avant il y avait des interdictions qui étaient en place, des interdictions tout simplement parce que le dollar était basé sur l'or, il devait respecter je sais plus combien d'onces d'or, mais il y avait cette idée que dans tous les cas vous ne pouviez pas imprimer beaucoup plus, puisque de toute façon il fallait quand même garder une certaine valeur du dollar par rapport à l'or. Derrière, les États-Unis ont dit envoyez-nous toutes vos réserves d'or, et nous du coup en dollars vous aurez le change entre guillemets fixe d'un dollar pour l'or. Et puis en 71 Nixon met fin à ça. Il dit juste maintenant tout le monde va fluctuer sur le dollar, mais le dollar sera d'une certaine manière libre, et on voit ce qu'a fait la masse monétaire depuis. Cette idée de théorie quantitative de la monnaie, encore une fois, et de masse monétaire exponentielle, elle veut dire que depuis 1971, si vous regardez les choses, et d'ailleurs c'est une réalité aux États-Unis, le prix d'une maison en or est le même. Si vous regardez, je pense que c'est 2 onces ou quelque chose comme ça, ou je sais plus exactement. C'est 20 onces, il me semble. Je sais, mais vous regardez sur la longueur, en or, vous allez avoir exactement la même chose. Par contre, en dollars, vous vous faites littéralement fumer, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que ceux en or ont protégé totalement leur pouvoir d'achat, parce que c'est pas nécessairement ce qui s'est passé pour beaucoup. Alors il y a eu un très beau rallye sur l'or entre temps. Depuis 71, il y a quand même eu un très très beau rallye sur l'or, mais en soi, en tout cas en termes immobiliers, vous auriez effectivement pour le coup protégé votre capital. Donc soit vous achetez une maison, soit vous achetez de l'or, finalement. C'est un petit peu le même type d'investissement, entre guillemets. Et ça s'est fait d'une certaine manière naturellement pour se protéger de l'inflation. C'est-à-dire que c'est normal ici que des choses qui étaient mises en place depuis excessivement longtemps continuent à se faire de la même manière. Et si on regarde la liquidité mondiale d'une certaine manière, alors je sais pas si j'ai un historique de fou là, en termes de nombre d'années, ouais non, j'ai pas grand chose. 2018. Si on regarde même les actions sur M2, donc divisé par la masse monétaire en circulation aux États-Unis, vous voyez qu'on est encore loin d'un ATH sur le S&P par rapport à M2. Cet ATH là précédent, il avait eu lieu en 2000, et que en fait, certes, les actions se sont améliorées, elles ont augmenté, d'accord, mais en soi, les gens en termes d'actions par rapport à la quantité de monnaie en circulation étaient déjà plus riches en 2000 que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Donc même
en soi, avoir gardé, entre guillemets, des actions depuis 2000, alors bien sûr ça dépend quelles actions, hein, mais les 500 plus grosses américaines, en l'occurrence, si on regarde le S&P, eh bien vous ne seriez pas aujourd'hui, vous n'auriez pas battu, entre guillemets, la quantité de monnaie en circulation, donc l'inflation. On voit également sur cette charte, je sais pas si je l'ai beaucoup sorti, mais qu'il y a quand même des cassures qui sont en train de se faire. On avait des résistances qui étaient faites ici en 2008, là où on avait corrigé, qui s'étaient faites également 2019 et 2021, qu'on n'avait pas passé en 2023, et là on vient de passer des résistances. Donc par rapport à la monnaie en circulation, en ce moment, on a une énorme appréciation des actions, puisque la monnaie en circulation, elle est plutôt en train d'être sur le côté, hein, elle diminue légèrement, mais bien moins que tout ce qu'on avait eu comme augmentation dans ces zones-là, quoi, courant 2020, hein, tout simplement. Donc il y a peut-être une revalorisation des actions, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Malgré une dette qui est rémunérée à 5%, on fait toujours des ATH sur le S&P, et ça également malgré une liquidité qui en ce moment, c'est pas qu'elle se contracte, hein, encore une fois, mais elle a tendance à bouger moins vite que ce qu'elle n'a bougé dans les, notamment en 2020. Là, hop. Là, par exemple, la balance de la Fed, où on a quand même perdu 2 trillions hein, sur la balance dernièrement, donc on était quand même peut-être plutôt sur, du côté de la Fed en tout cas, des choses qui se contractaient. Et ici, M2 d'une certaine manière, qui certes est en train de reprendre très légèrement, mais qui était plutôt à la contraction également. On voit cette très jolie trend sur M2, donc la masse monétaire en circulation aux States. Depuis 81, vous voyez que en 81 il y avait 1,59 trillion et désormais on est à 20 trillions. Il faut bien comprendre également que alors, est-ce que ça veut dire qu'on va revisiter la trend? Je ne sais pas. Par contre, il faut bien comprendre qu'il y a un côté extrêmement, je trouve, en tout cas, très linéaire dans cette histoire. Pourquoi? Parce que le service de la dette fait que la dette augmente. En soi, vous n'êtes pas sur un cercle vertueux du tout. Vous êtes plutôt sur cette idée que il va falloir enfler quelqu'un pendant un certain temps pour pouvoir continuer sur ce rythme-là. Est-ce qu'on va toucher là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va passer dessous? Je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, encore une fois, on est sur une masse monétaire en circulation qui est en train de reprendre tout doucement, mais qui n'est pas non plus en train de repartir de la folie. En revanche, sur la liquidité mondiale, alors là, la charte, elle est beaucoup moins vieille. Enfin, beaucoup moins... Oui, c'est ça, oui. Sur la liquidité mondiale, ben, on voit une structure qui est quand même en train de repartir ici à la hausse. On va voir, hein, ça pourrait encore une fois larver la montée là, et puis ça pourrait se calmer à un moment donné et revenir sur la trend initiale, c'est possible, hein, bien sûr, mais en tout cas, on est plutôt ici sur, d'une certaine manière, une globalité mondiale, on va dire ça comme ça, qui est peut-être plutôt en train eh bien d'injecter de la liquidité, et ça de manière relativement cradasse, notamment 2019-2020, hein, sur le 2019-2022 même, sur lequel eh ben, on a quand même imprimé comme des cochons, puisque, entre guillemets, il y a un petit 40% de la masse monétaire en circulation a été imprimé, ne serait-ce que sur ces 2 années-là. Voilà pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé à la fin, vous en conviendrez. Maintenant, voilà, encore une fois, moi, ça se rapproche beaucoup des idées actuelles que je peux avoir, qui est de dire, vraiment, à un certain moment, je pense qu'on va nous obliger à avoir de la dette souveraine, parce qu'elle ne sera pas intéressante, et que on peut pas non plus faire que imprimer pour se l'acheter à soi-même. Ça a été prouvé que ça posait des problèmes, hein, notamment une inflation à 2 chiffres, hein, on sait quand même ce qu'on a eu à un moment donné. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît vraiment importante, et que donc du coup ça peut bénéficier d'une certaine manière aux assets à risque à un moment, parce que avant que toutes ces coercitions pour finalement détenir de la dette souveraine ne sortent, bah déjà les gens essayent de se mettre à l'abri, donc ils essayent de déjà avoir une certaine partie de leur épargne, on va dire, qui va être sur certaines entreprises. Ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose,
voilà, pour le moment, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place dans ce sens-là, et sur, bien sûr, les réserves de valeur. Également, il faut le comprendre, si jamais la custody aux États-Unis est votée, alors en France, malheureusement, et en Europe, hein, d'une certaine manière, on est plutôt allé dans l'autre sens, parce que on a des économies qui sont peut-être un petit peu moins florissantes. Mais si jamais la custody aux États-Unis est effectivement votée, c'est-à-dire le droit de détenir du Bitcoin et sans nécessairement en référer à l'État, etc., ce genre de choses qui tient énormément ou pas à une élection de la part enfin une élection de Trump, hein, tout simplement. Et ben si c'est le cas, Bitcoin deviendra la forme d'asset la plus pure au monde, en tout cas jusqu'à la prochaine régulation, où voilà, vous aurez toujours un pays, vous aurez déjà toujours le service fonctionnera toujours, vous aurez toujours la possibilité de cacher du Bitcoin d'une certaine manière, hein, ou en tout cas voilà. Puisque le service fonctionne de lui-même, c'est comme si vous disiez est-ce qu'on pourrait en soi couper ou arrêter Internet, il y aurait toujours quelque chose qui fonctionnerait. Et si en plus il y a cette idée de, encore une fois, self-custody, etc., et toutes ces choses-là aux États-Unis, je pense sincèrement que c'est potentiellement quelque chose qui ça peut être le meilleur asset du monde, hein, d'une certaine manière, en tout cas compte tenu du potentiel de la situation qui est potentiellement en train de se mettre en place et en train d'arriver, c'est-à-dire justement coercition pour vous obliger à détenir une dette qui ne vaut pas grand-chose et qui a de fortes chances d'être tout simplement dévaluée. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est sans doute une des plus longues de la chaîne, mais bon je pense qu'il y a du gros blabla à la fin pendant un certain moment. L'idée en tout cas est de faire attention, en fait se diversifier, je pense que c'est ça l'idée vraiment de base, c'est de pas trop détenir du monétaire en ce moment, parce que oui certes il rapporte quelques pourcents et c'est appréciable, il n'y a pas de souci avec ça, mais ne pas trop en détenir quand même, avoir du Bitcoin mais pas trop également, hein, c'est pas non plus la peine de se mettre 100% de Bitcoin, ou en tout cas c'est pas mon avis, rester quand même assez risk-on, ou en tout cas ouvert au risk-on, et en ce moment j'ajouterai les pays émergents qui sont dans des jolies propositions de valeur par rapport aux États-Unis en tout cas, ceux auxquels on a accès, hein, du moins, c'est-à-dire les actions chinoises cotées aux US, par exemple, ce genre de choses. Et puis, Brésil, Inde, voilà, ce genre de choses, de pas hésiter à quand même avoir une partie de son portefeuille là-dedans. Un petit peu d'énergétique et de commodité, ça me paraît intéressant aussi. Je trouve que l'immobilier recommence à être intéressant, notamment l'immobilier de bureau, où je trouve qu'il y a aussi des choses qui sont sous-évaluées et qui vaudraient peut-être le coup d'une réallocation de portefeuille. Mais voilà, pour moi, en gros, l'idée, elle reste quand même d'être assez large sur tout ce qu'on possède et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais également, surtout, sur les choses qui performent excessivement, d'aller acheter finalement en face, avec ces profils-là, des choses qui ont moins performé. Ça me paraît relativement simple. Ça reste un channel crypto quand même, donc du coup voilà, on ouvre l'esprit sur pas mal d'autres choses, entre guillemets, on s'ouvre, on est assez ouvert à d'autres choses aussi, mais ça reste quand même un channel crypto. Quand je fais des vidéos comme ça, très longues, je fais pas de vidéos affiliées, les affiliés comprendront que je pense que là, il y a quand même voilà, pas mal de choses dans le contenu, etc., qui déjà sont proposées. En ce moment, sur les analyses d'altcoin, je reste assez mitigé, assez succinct. En tout cas, il y en a quelques-unes qu'on va faire bientôt, mais en soi, je trouve que c'est pas nécessairement le bon moment. On va attendre des nouveaux signaux pour éventuellement re-rentrer sur certaines altcoins. Je parle ici en investissement. Personnellement, moi, j'en ai payé quelques-unes. Et puis voilà pour cette vidéo. En question à la con sur la vidéo du jour, on va dire que
quelle pourrait être la question à la con du jour? Allez, on va parler de cigarettes. Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous n'êtes pas fumeur? Personnellement, moi, je vape. Et dernièrement, j'ai fait la connerie de refumer une clope et du coup de racheter des paquets, etc. Donc grosse bêtise. Donc voilà, là je suis en train de me battre avec ça, c'est-à-dire que j'avais pas fumé depuis excessivement longtemps et malheureusement je m'y suis remis par totale stupidité. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance pour revenir dans des choses plus acceptables. À savoir, pour moi, vaper, c'était pas mal. J'avais ma vape au cas où vraiment j'avais envie de fumer pas très loin. Et voilà, mes grosses conneries. Et c'était quelque chose que je tenais depuis très longtemps, hein, que voilà, j'avais arrêté depuis très longtemps. Et malheureusement, voilà, la connerie, petite soirée, un peu, bon allez, vas-y, passe-moi-en une. Et puis derrière, ben, on rediscute, passe-moi-en une autre, et puis finalement on se retrouve à la soirée de la semaine suivante à dire bah je vais pas taxer tout le monde quand même, je vais aller acheter un paquet, et puis ça y est, direct, on va dire au lendemain de la troisième fête, finalement on se retrouve à aller au tabac, et puis à acheter des clopes comme un abruti. Voilà, donc ça c'est pas reluisant, mais je me suis malheureusement remis à fumer. Donc, il n'y a pas de question du jour, c'était juste une question à la con. C'était juste une remarque à la con, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bon CPI, donc c'est plutôt une bonne chose, je dirais, sur le long terme. Sur le moyen terme, possibilité de correction, certes, mais en soi, on va dire que sur le contexte court terme de cet été, je vois pas Bitcoin aller plus bas que 50 000 s'il doit aller faire un spring. Pour moi, c'est l'endroit où éventuellement il s'arrêterait potentiellement. La demande de TF reprend, ça c'est très bon, parce qu'elle est capable d'absorber toutes les potentiels FUD, les potentielles ventes, etc. Toutes ces choses-là. On espère que ça va rester comme ça. À savoir que pour le moment, ne serait-ce que sur iBit, il y a quand même 18 milliards d'entrées en tout. Et puis, voilà, nouvelle vidéo demain pour discuter de nouveaux sujets. Portez-vous bien. Ciao, ciao.